Alright, bonjour tout le monde, bonsoir, j'espère que ça va bien. Je suis en compagnie de M. Alexandre Bergeron qui est avec moi en ce moment. Salut. Je vais juste laisser un petit 10 secondes le temps que les gens se connectent. Je vais partager un petit peu sur mes médias sociaux le live. Puis, comme vous avez vu cette semaine, j'ai partagé un petit peu l'histoire abrégée un petit peu de Alex. Puis la raison pourquoi j'ai écrit à Alex pour l'avoir sur Mastermind ce dimanche, c'est que bon, c'est quelqu'un qui a énormément de succès en affaires. Puis c'est quelqu'un que je respecte, pas nécessairement juste pour son succès, mais c'est quelqu'un qui est ultra humble. Puis moi, ce que j'aime de toi, je tiens à te le dire, c'est que j'ai remarqué depuis les fois que je t'ai rencontré, tu parles pas beaucoup, pour rien dire, mais t'écoutes comme 15 fois plus que tu parles. Puis ça dit beaucoup d'une personne souvent en affaires, c'est que la personne qui parle toujours des fois a toujours besoin de se prouver. Puis t'es le genre de personne qui analyse, qui est posée, qui écoute. Puis ça vraiment là, comme avec les livres que j'ai lus tout ça, puis je suis comme ok, le gars il a compris des affaires que bien des gens n'ont pas compris. Exact. Fait que Alex, parle-moi premièrement de ton succès un petit peu, qu'est-ce qui se passe en ce moment un petit peu dans ta vie, puis tes meilleurs shots de business, puis t'es qui? Ok. En gros, je dirais ce qui a été le meilleur coup à vie que j'ai pu faire, ça a été de jamais abandonner. C'est sûr, ça prend plusieurs essais pour pouvoir avoir une entreprise qui réussit. Il ne faut pas non plus se laisser décourager à chaque fois. Il y a plusieurs étapes qui vont amener à ton but ou à ton rêve que tu veux réaliser. Puis, comment c'est arrivé? C'est en 2012-2013, quand le cloud management devenait un peu plus at large pour les grosses corporations. Je m'étais dit, je vais créer une compagnie, puis à la place de créer un software, puis d'aller le pousser puis le vendre moi-même. Donc, passer, exemple, comme un débutant ou un petit start-up, ou t'aller approcher une compagnie, puis comme un peu, si on pourrait dire, béguer pour qu'ils me donnent un contrat. Je me suis dit, je vais créer quelque chose qui va être nécessaire à eux, donc créer un besoin pour eux. Puis, ce que j'avais pensé, c'est j'ai analysé le marché en premier. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à regarder, à lire sur le produit avant de me lancer. Donc, souvent, exemple, on va faire le contrat, on va créer notre site, on va créer notre marketing, mais l'analyse de marché, on la fait pas tant, on va faire plus pour notre client cible, exemple, qui va vendre, le budget, le prix du produit. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment ton analyse de marché. Je me suis dit, je vais regarder les plus grosses compagnies, exemple, Bombardier, Hydro-Québec, des grosses compagnies au Québec, locales, à qui je peux atteindre facilement. Comment ils utilisent leur gestion, combien ils dépensent en budget informatique, quel software qu'ils utilisent. Et je vais créer de quoi qui va être capable d'aller chercher un peu comme leur attention, si on peut dire. Donc, ce que j'avais pensé, c'est que j'ai remarqué que 94% dans le temps des compagnies utilisaient une infrastructure de type SSM en serveur physique. Donc, ils avaient leur ordinateur endpoint qui était un peu éparpillé à travers leur lieu physique. Puis, ils utilisaient des serveurs physiques. Donc, pour faire ce qui était le patching, exemple, la maintenance, OS migration, tout ce qui est bare metal imaging, software analysis, ils devaient avoir un employé physique en TI qui rentrait dans les serveurs, se connectait manuellement dans chaque endpoint. Un peu comme on le voit souvent dans les compagnies, ils vont dire on va faire une patching de notre système, notre site internet est down, on le voit souvent dans les compagnies. Dans le temps, c'était beaucoup plus flagrant, donc c'était énormément coûteux pour eux en staff, en ressources humaines, et en plus, c'était extrêmement cher en matériel physique, donc pour avoir le hardware, tout ce qui était les systèmes antivirus, exemple leur système de maintenance interne. Donc je me suis dit, je vais créer de quoi qui va être plus économique pour l'abordable, donc ils vont pouvoir sauver de l'argent. Donc j'ai regardé, donc 94% c'est une infrastructure comme ça, mais pas de cloud. Personne n'avait vraiment poussé un cloud management dans ces compagnies-là. Donc on a commencé à tester. Puis pour trouver les gens avec qui travailler, je me suis dit, à la place d'aller comme toutes les compagnies font, aller recruter exemple dans des universités ou exemple des gens qui vont poster leur CV comme programmeurs ou ça, je me suis dit, je veux vraiment des gens qui vont penser en think outside of the box, un peu comme je voulais faire. Donc, si je veux un software qui va être différent des autres, il faut que j'aille chercher des gens qui vont penser exactement, différemment. Ils font penser différemment. Ouais. Et j'ai fait le peu d'argent que j'avais accumulé dans le passé, je l'ai mis comme une bourse pour un hackathon. Puis j'ai organisé un hackathon privé. Donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est des hackers, des personnes qui font, exemple, pas de la fraude, mais qui sont vraiment différents en ligne. Ouais. Des gens qui restent dans leur sol, plus qui vont vraiment aller dans le deep web. Vraiment des personnes qui peuvent, exemple, comprendre l'infrastructure, comment la hacker, ce qui est important parce qu'il faut que tu puisses te protéger et en même temps, comment, exemple, créer un système qui va être plus sécuritaire pour eux. J'ai fait un hackathon, puis j'ai pris des gens des États-Unis, Canada. Il y a 2 programmeurs qui ont vraiment attiré mon attention. Ces 2 programmeurs-là,
Exemple, j'ai vu vraiment tout ce qu'il avait été capable de faire. Je dis, OK, c'est des gens avec qui je veux travailler, puis commencer à programmer avec eux. Puis on a commencé à faire des tests. On s'est dit, on va créer un cloud qui va être capable de patcher et de réparer le système par lui-même pour les compagnies. Donc, vu que la majorité de leur infrastructure est sur des serveurs physiques, ils vont avoir besoin d'avoir un système qui est rapide. Exemple, pour tout ce qui va être leur staff en RH qui passent leur journée à pousser des patchs, peuvent faire d'autres choses, faire grandir la compagnie d'un autre niveau. Donc, à ce moment-là, créer un système qui va être capable de se réparer lui-même, se protéger de lui-même, couper, exemple, le temps justement des employés. Si, exemple, ils veulent faire un changement d'OS, ils peuvent le faire facilement sans devoir rentrer dans chaque endpoint. Donc, c'était beaucoup de choses. Même chose si, exemple, un vendeur est à Dubaï, son ordinateur plante, il est capable d'acheter un nouveau laptop, se connecter 5 minutes plus tard, avoir toute son information. On a commencé à programmer tout ça. Puis, on s'est dit, OK, on va prendre au moins 1 an de test. Donc, pendant 1 an, on a programmé, on a fait essai-erreur, on a acheté 30, 40 laptops, on les a mis un peu partout dans des entrepôts, on a essayé d'envoyer des données, vraiment tester notre cloud. Ce qu'on s'est dit, c'est que le meilleur moyen, c'était de le faire en Linux sur la DB2. Donc, il y a un système qui est complètement agnostique. Donc, tu peux avoir un PC, un Mac, un BlackBerry, un iPad connectés sur le même cloud, ce qui n'existait pas encore dans le temps. Donc, on a commencé à coder. Avec Linux, on fait des tests. Finalement, histoire courte, on arrive vraiment à programmer le software, donc le code source, qui va être vraiment comme le cœur de notre entreprise. Donc, après avoir fait tous les tests, on s'est dit maintenant, il faut attaquer les grosses compagnies. Puis, je me suis dit, pour attirer l'attention, je vais bider sur les appels d'offres. Donc, à la place d'aller cogner aux portes et dire j'ai un système qui est moins cher, je vais juste soumissionner comme les autres compagnies. Donc, on a acheté une compagnie Shell qui avait 10 ans d'expérience en TI. Ensuite, on a acheté une autre compagnie qui avait 20 ans. On les a jumelés ensemble. On a une compagnie qui avait jumelé 35 ans d'expérience en TI. Puis, donc, ça donnait une meilleure image aussi. Visibilité aussi. Exact. Donc, on a commencé à bider sur les appels d'offres. Puis le but, c'était d'aller chercher les gros joueurs comme Microsoft, IBM, d'attirer l'attention. Parce que plus tu leur voles de clients, même si toi tu fais moins d'argent, tu attires l'attention de quelqu'un de gros qui va vouloir, par exemple, prendre le monopole après de ta compagnie. Avec le plus de lettres d'intention que tu as, de joueurs ou d'appels d'offres que tu gagnes, le plus d'argent que tu vas retirer ensuite pour vendre ta compagnie. Donc au fur et à mesure, on a commencé à bider. Le premier appel d'offres qu'on a gagné, c'est avec Irving. Il fallait faire 1550 endpoints, faire un full OS migration dans le temps, donc passer de Windows XP à Windows 7, 52 lieux géographiques. Donc eux, il y avait un budget de 2 millions, puis un time-lapse de 15 mois pour le faire. Nous, on est arrivé 6 mois pour même pas 500 000 $. Donc on a gagné automatiquement. Ça t'a fait sauver énormément d'argent en compagnie. Les réseaux de compagnies ont commencé à voir ça, ils ont dit ok, bon, c'est vraiment un système qui est efficace. Puis ensuite, j'ai demandé à Irving, j'ai dit je vous donne un autre discount si tu me donnes une lettre de référence. J'ai pris ma lettre de référence, je l'ai amenée à d'autres compagnies, je l'ai introduite quand je faisais mes appels d'offres. Donc on a gagné ensuite plusieurs autres compagnies. Puis ensuite, j'ai commencé à viser les clients d'IBM, commencé à prendre leurs contrats petit peu par petit peu, jusqu'à temps que ça retire leur attention. Puis histoire courte, après 3-4 offres, finalement on a vendu le software complet. Ça, c'était vraiment le. Fait que ça, c'était ta meilleure chose. C'est vraiment ce qui t'a propulsé en affaires. Ouais. Puis toi, mettons, quand t'as commencé là-dedans, parce que souvent, le problème des gens quand ils se lancent en affaires, c'est qu'ils pensent qu'il faut qu'ils connaissent tout. Ouais. Toi, t'étais-tu le genre de personne qui, là, tu me parles des mots savants puis tout ça, puis je suis convaincu qu'eux non plus, ils comprennent pas tout, mais t'étais-tu le gars, quand il a commencé là-dedans, qui comprenait tout cette game-là, ou t'as trouvé les gens qui connaissaient tout cette game-là? La clé, c'est vraiment de s'entourer avec les bonnes personnes, surtout, parce que chaque personne, personne n'est parfait, personne ne peut tout connaître de l'entreprise. C'est sûr, c'est beaucoup plus difficile si tu pars seul, puis exemple. Parce que l'humain, on est fait comme ça, la psychologie, on a beaucoup d'ego, puis on ne veut pas non plus s'entourer de personne puis demander à quelqu'un d'autre. Ouais. Peux-tu m'aider à me faire grandir, ou est-ce que tu peux me donner des trucs, ou exemple, tu connais un peu mieux le marché que moi, mais je vais te mettre dans mon équipe, puis les trois ensemble, dans votre cadre de faire grandir. Il y en a un qui peut être fort en finance, un plus fort en marketing, une autre personne peut être plus forte, par exemple, en économie, ou. C'est exactement ça. C'est vraiment de s'entourer avec les bonnes personnes. Puis ensuite, ce qui est très important, c'est de garder une bonne réputation aussi quand tu t'en vas faire. Donc, jamais lancer un projet avant qu'il soit complètement rasé. Parce que sinon, tu mets un nom autour de toi, tu crées plusieurs entreprises, puis tu as moins de. Comment on peut dire pas de pouvoir, mais quand tu arrives pour faire une offre, les gens prennent mal au sérieux parce que tu as lancé 4 autres compagnies avant. Fait que des fois, c'est d'être plus patient. Puis vraiment. Comment tu fais pour t'entourer des bonnes personnes? Je veux dire, tu sais qu'en affaires, souvent,
les partnerships, c'est ce que ça fait. Il y a beaucoup d'histoires d'horreur. Comment tu choisis tes partners en business? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu vas t'associer avec telle personne au lieu de telle personne? C'est quoi? Comment tu choisis tes partners, les gens que tu t'entoures? Mais je pense que la première étape, c'est de prendre des gens qui sont, c'est sûr, un peu dans la même vision que toi. Donc, surtout les valeurs, le côté des valeurs. Comment eux aussi, c'est comment ils gèrent leur vie personnelle aussi. C'est très important. C'est comment ils vont être à la maison ou qui vont interagir avec leurs amis proches et comment ils vont interagir avec toi puis avec tes clients ou tes partenaires d'affaires. Donc ça, c'est important. Des fois, il ne faut pas sous-estimer quelqu'un parce qu'exemple, il n'a pas son MBA ou il n'a pas son bachelor ou ou quelqu'un qui a juste gradué secondaire, mais il a beaucoup plus d'expérience de vie, puis il a beaucoup plus vécu, il va être capable de donner peut-être des meilleurs conseils à quelqu'un qui sort, puis qui reste dans son dans son time frame, tout le temps dans la même idéologie, puis qui va juste vomir les livres qu'il a étudiés, exactement. C'est très dur à dire parce qu'il n'y a pas une recette magique non plus avec qui s'entourer, mais je pense que la base, c'est vraiment avec les valeurs des personnes avec qui tu vas t'entourer. Puis comment la personne va être sans argent, comment la personne va être avec l'argent est différent aussi. Il faut que tu puisses voir quelqu'un que quand il va être pauvre, va rester le même quand il va être super riche. Parce que souvent l'argent va créer que les gens vont devenir plus hautains ou exemple vont vouloir en avoir plus. Fait que c'est vraiment délicat comme. Souvent ça va amplifier qui t'es un peu. Ouais, exactement. Fait que si t'es une bonne personne, tu vas donner une meilleure personne, selon moi. Si t'es une mauvaise personne, ben, tu vas donner juste une mauvaise personne. Pire encore. Ouais. On parlait dans le titre du live, on a cherché un peu qu'est-ce qu'on doit mettre comme titre pour le live, il faut que ça soit accrocheur. Puis, dans le fond, on vient de savoir que tu mangeais du spag au jus de tomate sans nom avant. Parle-moi un peu de ton background. Puis, tu sais, quand les gens disent tout le temps, moi j'ai tout le temps entendu cette phrase-là, qu'est-ce qui est le plus dur en affaires, c'est de faire le premier million. Après ça, quand tu as fait le premier million, ben là, ça devient pas plus facile, mais je veux dire, tu as des ressources, puis tu as de l'investissement que tu peux comme investir à gauche et à droite, puis nécessairement aussi des contacts, parce que quand tu as une notoriété. Mais parle-moi un peu de qu'est-ce qui est ton background, puis qu'est-ce qui a fait que tu as généré ton premier million, vraiment des trucs en affaires pour les gens qui se démarrent en business. Ben, c'est ça, dans les tout commencements, moi j'ai grandi, avant d'être multimillionnaire, j'étais extrêmement pauvre, mais vraiment extrêmement pauvre. Puis j'ai vraiment commencé de rien, exemple. Ce qui m'a motivé, c'est quand je suis parti de chez moi, je vais créer comme ma première compagnie. Fait que je m'étais dit, à la place de me lancer directement dessus, j'ai commencé à travailler dans une ferme. J'ai mis de l'argent de côté, exemple. Dans le temps, c'était même pas 7 piastres de l'heure. Tu travailles dans une ferme? Ouais. À quel âge? 15 ans. 15 ans? En été, puis je mettais de l'argent de côté, tout ça. Puis là, je m'étais dit, je vais me passer une petite franchise. Fait qu'à 16 ans, j'ai commencé une franchise de nettoyage de vitres. C'était Vitre-Net. Vitre-Net, ben oui. Ouais, étudiante. Tu mets comme ton 3000$ pour buy-in. Puis t'es tout content. Mais je trouve que c'est une bonne chose pour commencer à faire parce que tu comprends à prendre, exemple, des clients, ça. Puis ça te permet aussi de commencer à penser en, comment dire, je sais que ça revient souvent à ça, mais toujours think outside of the box. Puis ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait mon porte-à-porte l'hiver pour prospecter mes clients de l'été. J'y allais juste avec un petit manteau, genre contre le vent, pas un manteau d'hiver. J'avais froid visiblement quand je sonnais aux portes. Fait que les gens étaient comme, oh mon dieu, un petit jeune de 16 ans, ils me laissaient rentrer chez eux. Puis ensuite, j'expliquais, je viens de commencer, je veux vraiment chercher une clientèle. T'es honnête, tout ça. Fait que j'ai vraiment pu grandir une grosse clientèle. Fait que j'étais allé ensuite à Candiac, j'étais allé chercher les plus grosses maisons, Ville Saint-Laurent, plus dans le coin de Gouin et tout ça. Puis ensuite, une fois que j'ai monté ce business-là, j'ai revendu à quelqu'un d'autre avec ma liste de clients. Puis ensuite, là, j'ai continué, j'ai créé 5 entreprises par la suite. Tout le temps avec le même principe. Commencer, exemple, investir le peu que j'avais amassé, faire grandir, ensuite revendre. Tu as commencé à quel âge, genre, ta première expérience de business? 16 ans, Vitre-Net? 16 ans, ouais. Puis, tu sais, c'est pas évident parce que tu étudies en même temps, c'est pas non plus la meilleure situation familiale non plus. Puis en même temps, tu payes, exemple, tu payes ton appartement, tout ça, fait que c'est sûr, c'est le qu'on disait, tu manges des pâtes, c'est juste ça que tu peux te payer dans le temps, mais c'est important, c'est de mettre tout l'argent que tu peux de côté, puis vraiment, comme on dit, ça revient encore à la réputation, de créer de quoi de solide, puis vraiment mettre toute ton énergie, puis c'est sûr, il faut pas se laisser décourager, parce que souvent, exemple, quand on va en faire, on se dit, ok, ce mois-ci ça a mal été, ou le mois prochain il va mal été, ou des fois ton projet peut juste pas fonctionner, mais c'est impossible de faire ça faire sans que tu n'aies pas des compagnies qui n'ont pas marché. Puis ça en prend parce que le plus que tu as, on peut dire, d'échecs, le mieux que tu apprends, puis le mieux que tu es préparé, puis le plus que tu grandis avec les années, le mieux que tu vas avoir de l'expérience, tu vas savoir ne pas quoi faire quand tu vas avoir ton gros projet. Mais quand tu vas avoir à la fin
puis que tu veux vendre ta plus grosse compagnie, là, tu sais quoi faire, c'est pas les. Et ça te permet vraiment d'en apprendre plus, même sur ta fiscalité, ta comptabilité. Parle-moi de tes erreurs à toi, de tes échecs, parce que t'en as eu des bonnes shots, mais si tu parlais d'échecs, c'est sûr que t'en as eu. Ah, c'est ça, des fois, tu fais trop confiance à quelqu'un. J'ai perdu beaucoup d'argent, j'ai des gens qui ont volé, des partenaires d'affaires, qui ont menti, tout ça. Mais c'est des choses normales, puis aussi, ça te permet d'aller chercher nos visions, puis comment mieux apprendre à connaître des gens en même temps. Moi, je trouve que ça a été une bonne chose, parce que t'es mieux d'en perdre 25% de ce que t'as, mais d'en gagner plus, au lieu d'avoir 100% mais de perdre tout au complet après parce que tu refuses vraiment d'apprendre de tes échecs. Mais c'est vraiment la clé. Il n'y a pas de formule magique en affaires. Souvent les gens ils disent faut payer telle horaire, telle chose. Il y a beaucoup d'exemples de gens qui vont faire exemple des tableaux, du coaching, tout ça. Mais c'est vraiment la clé, je pense que c'est vraiment avec qui tu t'entoures, tu gardes ta bonne réputation. Puis faut vraiment pas désespérer. Genre ça va prendre plusieurs échecs. C'est une roue, tu vas monter, ça va redescendre, tu vas remonter, ça va redescendre. Mais jamais se laisser affecter par ça. Parce qu'une fois que tu commences à te laisser affecter par ça, c'est que tu fais plus ta compagnie pour vraiment créer de quoi, c'est que tu le crées parce que tu deviens esclave de l'argent que tu veux faire. Dès que tu as l'argent en tête, tu dis ce mois-ci je vais avoir 50 000, ton moral va se fier seulement à l'argent et à tes revenus et non à faire grandir ton entreprise. Faut que ça devienne une passion, faut que ça devienne faut que ton why soit plus grand que l'argent. Faut que ça soit. C'est probablement qu'au stade où tu es rendu aujourd'hui, puis souvent c'est dur de comprendre pour les gens qui nous regardent en ce moment parce que il y a certaines personnes qui valent énormément d'argent, comme il y a certaines personnes qui viennent juste de lancer leur entreprise. Puis tu sais, c'est sûr que quand t'es carte de crédit loadée puis que ça va pas bien, c'est sûr que quand tu lances ton entreprise, c'est dur de faire ça pour les bonnes raisons, les valeurs morales de la compagnie parce que tu veux pas payer toiture, nourriture, voiture. Mais au point où tu es rendu aujourd'hui, je suis convaincu que ce qui te motive, c'est pas le chèque de fin de mois, c'est vraiment le grind puis de partir des nouveaux projets. Puis parlant de nouveaux projets, parle-moi un peu de quoi c'est quoi que tu travailles en ce moment parce qu'on en a parlé un peu tantôt. Parle-moi un peu sur qu'est-ce que tu travailles en ce moment, tes nouveaux projets. Mais il y a aussi il y a de quoi tu disais qui était intéressant. Tu sais, exemple, si t'es super endetté, mais tu veux faire exemple ta compagnie. Moi, souvent, ce que j'avais fait quand j'avais pas l'argent, c'est exemple, je prenais un job exemple 9 à 5, puis avec cet argent-là, je la remettais à la place de juste mettre tout, même. Souvent, les gens vont dire qu'il faut que tu mettes tout ton cœur dans ton entreprise, mais c'est pas vrai. Tu peux quand même te faire un job pour amasser un peu plus d'argent, mais après, quand tu décales ton lancement d'entreprise, même si ça te prend un an de plus le faire, mais t'es mieux des fois d'attendre un an, puis ta compagnie va être en affaires pour 20 ans que de le faire en 3 mois, puis que ça plante tu manques de fonds. Exact. Et ça, c'est quelque chose, des fois, qui va être plus dur pour leur game, mais je pense que c'est quelque chose qui est. C'est vrai. Puis moi, là, tellement de gens que je rencontre souvent pour soit des consultations d'affaires ou peu importe, puis tellement de gens qui me disent moi, si je le fais, si je me lance en affaires, je me lance à 100% ou c'est rien. Puis là, tu viens de dire justement, oui, c'est possible d'avoir une job, puis de tranquillement, pas vite, de lancer son sideline business, peu importe. Puis, t'en as parlé, à 16 ans, t'allais encore à l'école. Puis, tu faisais ton vitronnette en même temps? J'ai travaillé même à la baie, j'ai travaillé chez Zelda, j'ai fait plein de travail en même temps. Fait que tu conseilles aux gens qui sont en ce moment, qui nous écoutent, les jeunes hustlers, de lancer, d'être à l'école, puis tranquillement, pas vite, lancer leur entreprise on the side pour numéro 1, prendre l'expérience, bâtir un cash flow pour après ça, comme tu as fait pour les entreprises. Puis, c'est quoi ton conseil par rapport aux finances? Parce que souvent, puis moi je l'ai vécu, mon gros problème, ça fait 5 ans que je suis en affaires, puis j'ai généré beaucoup d'argent, pas comme toi, mais j'ai généré beaucoup d'argent. Puis mon problème souvent, c'est qu'on achète des choses pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. C'est vrai. Puis on est en 2018, les médias sociaux, c'est rendu que ça prend un ampleur immense. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui commencent à faire de l'argent en affaires puis qui prennent cet argent-là pour... on sait que tu as des gros véhicules, tout ça, mais qu'est-ce que tu as fait avec ton cash au départ pour finalement pas faire certaines erreurs? Parce que les gens commencent à claquer un peu un 50-100 000 puis achètent des voitures qui valent 50-100 000. Mais quand tu gagnes 50 000 par année, tu as une voiture de 100, ça fait pas de sens. Qu'est-ce que tu as fait avec ton cash au début qui a fait en sorte que tu as pu avancer dans tes entreprises? Ben c'est ça, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, tout dépendamment aussi de la nature de ton entreprise. Exemple, une compagnie qui va être dans le marketing, c'est sûr qu'ils doivent investir plus dans son branding lui-même. Tu peux pas faire du développement d'affaires, c'est ton propre marketing et mal fait. Mais je pense que l'idéal, c'est sûr, ce qui est important, comme on disait, c'est ton image aussi que tu dégages, mais il y a aussi la touche d'honnêteté en même temps. Si, exemple, ton produit, puis ta compagnie, elle est vraiment, tu as vraiment les avantages, puis exemple,
ton bien ou ton service que tu vends est vraiment meilleur exemple que ton compétiteur, tu n'as pas besoin d'un Range Rover ou d'une Rolls Royce pour aller à ton événement pour vendre plus que l'autre. C'est vraiment... Mais la réputation que toi tu vas avoir, puis exemple, comment tu vas te présenter, exemple, comment tu vas amener ta compagnie, l'histoire aussi que tu vas mettre à ton entreprise. Des fois, tu sais, il faut être honnête, c'est exemple, tu fais un appel d'offres ou tout ça, si tu peux pas le faire, c'est mieux de dire la vérité que de mentir, puis ensuite, là, tu vas stresser, ça va être encore pire pour toi. Mais pour revenir au point des finances, tout est relatif avec le montant aussi, mais c'est sûr, c'est pas nécessairement vrai qu'il faut avoir des belles autos tout ça pour aller chercher une clientèle, parce que tout dépendamment de ce que tu vas vendre, si ton produit est vraiment meilleur que les autres, c'est ton produit qui va se vendre lui-même, mais non. Exactement comme la voiture que tu vas conduire. C'est ça, tu sais, tout un équilibre, comme on dit. Il y aura une différence entre une note d'accord de l'année ou tu sais. Mais c'est relatif, c'est sûr. Mais le point qui est important, je pense, c'est pas nécessairement dire qu'il faut s'endetter pour avoir du luxe ou une voiture de l'année ou tout ça pour aller chercher d'autres clients. Puis si c'est ça que ça prend pour vendre ton produit, c'est peut-être pas nécessairement le bon produit. Exactement. Right. Puis c'est ça, parle-moi de tes nouveaux projets. Ici, on parle de Carousel, qui est une de tes entreprises. C'est quoi ce projet-là? Carousel, ce qui va être lancé d'ici l'année prochaine, ça va être 1000 membres, donc un club privé exactement comme on trouve en Europe. Donc ça va être que des CEO d'entreprises. On a déjà plusieurs compagnies comme Subway, Walmart Canada, plusieurs milliardaires, plusieurs multimillionnaires donc, qui vont être membres. Donc, je vais aller chercher 1000 membres seulement, faire 6 événements par année. Ça va être 500 000 de budget que je vais mettre par événement. Ça va être un événement hyper high-end, donc pour le networking et pour aussi, exemple, des ressources entrepreneuriales. Donc, tous les CEO, tous les hommes d'affaires qui vont être présents vont être capables d'échanger avec d'autres personnes et en même temps vivre une expérience VIP. Donc, bar open, Dom Pérignon, Louis XIII, etc. Puis vraiment amener une touche qui va être différente pour le business à Montréal. C'est pas quelque chose qui était très présent au Québec. Avant, Guy Liberté faisait plusieurs événements aussi haut ampleur, mais maintenant, c'est beaucoup plus discret. On n'a pas vraiment comme un vrai club privé où tu peux dire que tu as ta PIN de membre, tu as ta carte, tu as ton code, etc. Puis ça va être 1000 membres seulement. Donc, une fois que les 1000 membres sont faits, c'est impossible d'ajouter d'autres personnes. Ça va être hyper fermé. Mais ça va être quelque chose qui va aller permettre d'aller chercher, exemple, un networking, puis une compagnie, exemple, qui va être présente à l'intérieur peut, exemple, parler avec une autre compagnie, faire un deal d'affaires, mais en même temps, les sponsors, des grosses compagnies ou quelqu'un qui commence sa compagnie qui veut sponsoriser, exemple, le club, peut amener, exemple, son produit, puis ça va être une clientèle qui va être niche. Donc, tout le monde qui va être à l'intérieur du club, c'est des gens, exemple, qui peuvent acheter le produit ou peuvent acheter le service. Exactement, exact. Nice. Les règles vont être très strictes pour qui va pouvoir être membre, mais de pouvoir faire grandir tout ce lot de personnes là ensemble. Puis en même temps, de pouvoir aider la business locale en même temps. Et que les compagnies puissent s'aider entre elles, peut-être créer des emplois en même temps. Ça, c'est vraiment nice. C'est vraiment un bon projet. Puis pour les gens qui ont des questions, parce que je vais poser une autre question à Alex, mais pour les gens qui ont des questions, juste les écrire dans les commentaires. Je vous laisse un peu de temps, le temps que je vais poser l'autre question, comme ça je vais pouvoir revenir par la suite sur le live. On a aussi Fashion Brand. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton nouveau projet? En fait, ça va être, on va lancer, c'est moi mon partenaire d'affaires. On va créer, exemple, le Fashion Week, mais à Monaco. Donc, à la place d'avoir, exemple, Cannes, qui peut faire, exemple, la semaine, comme le Festival du film, mais on va avoir un Fashion Week Awards à Monaco. Donc, tous les gros designers, toutes les grosses firmes sont déjà maintenant en négociation avec nous pour les contrats. Puis, exemple, on va faire un vote un peu comme The Voice, mais exemple, la sacoche de l'année, exemple, Hermès, Louis Vuitton, etc. Okay. vont se battre l'un contre l'autre avec d'autres designers locaux. Il va y avoir, exemple, les maillots, les manteaux, vraiment chaque pièce de vêtement va avoir comme son award. Puis, l'avantage d'aller à Monaco, c'est que c'est une ville qui est très prestigieuse, il y a beaucoup de richesse, mais aussi ça donne en même temps pour un designer qui va pas se battre, mais qui va être en compétition contre les autres, va pouvoir dire je suis un peu comme aux Oscars de la mode, mais à Monaco. C'est pas quelque chose qui a été vu encore. Notre première édition, on va avoir Karl Lagerfeld qui va donner le prix avec le prince, la famille royale de Monaco, la principauté. Puis en même temps, vraiment aller développer un marché qui était différent pour la mode. Donc vraiment à la place d'avoir plus les magazines, ça va être vraiment ouvert à l'international, show de télévision,
Les gens vont voter en interactif. Puis vraiment, ça va pouvoir aider les gens à porter ce qu'ils veulent aussi en même temps. Donc, c'est vraiment nice. Ça. Puis les compagnies vont pouvoir baser leur marketing dépendamment des awards qui vont être gagnés. Donc. Vraiment sharp. Vraiment nice. Je vais regarder si je n'ai pas des questions dans le temps que. Parle-nous un peu de Alfred Luxury. Alfred Luxury. Ouais, ça c'est ma compagnie en fait c'était un private club pour tout ce qui était des voitures exotiques. Donc maintenant je suis copropriétaire avec des concessionnaires à Bagnères et encore Alfred Luxury. Donc Alfred Luxury, comment c'était? C'est une flotte de 125 véhicules de luxe, donc des Lamborghini Aventador, Huracan, Mercedes G-Class, GLS, Porsche Cayenne, Panamera. Puis, exemple, quand on achète un véhicule, on a tout le temps la dépréciation qui va finalement nous atteindre à la fin quand on la vend. Donc, je m'étais dit, à la place que les gens louent une auto, exemple, un homme d'affaires, si tu loues un Range Rover, tu es déjà à 2500 par mois, tu loues une Porsche 3000, déjà à 5500. Puis là, ensuite, exemple, si tu vas vendre cette auto, tu vas faire une perte, tu vas manger un autre 10-20 000. Si tu as une Ferrari ou une Lambo, ça peut être encore pire, à moins d'être un modèle plus rare de collection. Les modèles standards, tu vas quand même avoir une forte dépréciation. Donc, l'avantage d'Alfred, c'est que les compagnies, ou exemple, la personne comme client private peut prendre son membership et conduire n'importe quelle voiture qu'elle veut pendant l'année. Donc, elle n'est jamais atteinte par la dépression. Ça lui coûte moins cher que de louer une auto avec un concessionnaire. Donc, de luxe, bien sûr. Là, on parle pas non, c'est sûr. C'est sûr qu'on parle d'un paiement qui va être plus élevé, mais qui va empêcher les gens d'avoir une dépression. Pas de service non plus à faire sur le véhicule et toujours conduire une voiture neuve. Puis ils peuvent changer. Exact, ils peuvent changer à chaque mois. Donc, c'était vraiment, je me suis basé sur les clubs européens qu'on trouve en Europe. Puis amener ça ici au Canada. Ensuite, j'ai ouvert le marché qui va être asiatique, donc en Chine, Tianjin, etc. Puis une autre division d'Alfred qu'il y avait, c'était ce qu'on appelait du fractional ownership. Donc, plusieurs hommes d'affaires se réunissent ensemble, on achète une collection de voitures rares. C'est sûr, c'est des véhicules qui vont être beaucoup plus rares, comme Pagani, Bugatti et ça, mais qui prennent de la valeur à chaque année. Donc, à ce moment-là, les dividendes de la compagnie sont payés par les valeurs des voitures augmentent et les membres qui ont, exemple, des actions du holding qui possède la collection peuvent aller prendre des autos, les conduire. Et ils font de l'argent en même temps avec l'investissement qu'ils ont mis. Ça, c'est vraiment smart aussi. Fait que... Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y a Jordan qui dit nice. Good. Fait que pour finir, j'aimerais ça que tu nous dises c'est quoi ton secret au niveau de tout ce qui est business, entreprise. C'est quoi vraiment, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es ce que tu es aujourd'hui? Parce que bon, il y en a plusieurs secrets. Les gens, des fois, le travail fort, mais moi, ma définition du travail fort, c'est si le travail fort, ce serait le succès, la clé du succès. Les travailleurs sur la construction font plus de cash. Ouais. Je crois pas vraiment que le travail fort, c'est nécessairement la clé. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es? Je pense que c'est la persévérance. Puis surtout, c'est de vraiment, à chaque fois que j'avais une étape qui était plus difficile dans ma vie, je me disais pas, je vais lâcher. Je me disais, je vais prendre une pause, je vais analyser qu'est-ce que j'ai pas bien fait. Puis vraiment demander des questions. Ensuite, aller voir soit des personnes ressources ou, exemple, lire plus sur le sujet. Ou vraiment analyser les erreurs que j'ai faites. C'est vraiment la clé que je trouve, en fait, qui m'a beaucoup aidé. Mais surtout, ensuite, de continuer et de me dire, OK, peut-être c'est le temps que je prenne une pause, je vais attendre, je vais mettre de l'argent de côté, puis je vais recommencer plus tard à la place de tout le temps rusher, d'essayer de refaire de quoi rapidement. Mais puis ensuite, c'est de vraiment commencer à écouter les gens, analyser qu'est-ce qu'ils disent, exemple, aller dans des events où il y a beaucoup d'autres personnes en affaires, apprendre un peu sur le marché. Vraiment écouter les autres, c'est vraiment la clé qui va être le plus important, parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup de difficulté à faire. C'est vraiment attendre, être patient, écouter notre environnement qui est autour de nous, à la place de juste se lancer rapidement, puis faire encore plus d'erreurs, mais c'est normal d'en faire. Puis je pense que c'est vraiment la clé, parce que souvent les gens vont se décourager, vont se dire ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. C'est pas vrai. Même si ça prend 7 ans pour que ça fonctionne, mais tu vas l'apprécier dans 7 ans que si tu le botches maintenant, puis ça n'arrive jamais. Ouais, puis 7 ans va passer de toute manière. Ouais. C'est ça qui est drôle. Ouais. Mais pour finir, moi j'ai une question pour toi. C'est quoi? Est-ce que tu lis beaucoup de livres? Puis c'est qui tes mentors? C'est qui t'a aidé à tout le temps garder ce mindset-là? Ben, c'est rare que je vais vraiment lire des livres sur, exemple, how to be successful, how to make money. Parce que c'est des choses qui sont trop générales, je trouve. C'est vraiment... Ce que je voyais, c'est plus des cas réels, des histoires, aller parler à d'autres personnes dans l'affaire qui sont soit mes compétiteurs ou, exemple, des personnes que je connais qui sont dans d'autres domaines, mais qui peuvent avoir vécu des situations semblables.
Parce qu'au bout de la ligne, faire un appel d'offres ou une soumission sur un produit X, il y a quand même des règles à suivre, peu importe ce que tu vas vendre. Donc, je pense que c'est vraiment important, c'est plus de s'entourer des bonnes personnes de networking. Puis ces personnes vont t'amener des contacts aussi par la suite, qui vont pouvoir peut-être t'aider à te grandir toi-même, grandir ta compagnie en même temps. Comme tu as fait avec quelle compagnie, quand ils t'avaient fait une offre, tu avais demandé des références. C'est vraiment la clé. Exact. Fait que merci beaucoup de ton temps, Alex. Pour vrai, j'apprécie énormément. Je pense que les gens ils ont vraiment apprécié. Fait que si vous avez des questions, guys, vous pouvez quand même les écrire en commentaire, ceux qui vont être en replay. Je peux essayer de taguer Alex pour qu'il puisse y répondre. Puis sinon, on se voit dimanche prochain pour le prochain Mastermind. Passez une belle soirée tout le monde. Merci beaucoup, Alex. Merci.